cher ami. Mais d'où venez-vous? Bah là, perso, moi je reviens des chiottes. Mais non! D'où vient l'espèce humaine en général? Vous allez sûrement me répondre, l'Afrique. Mais comment vous le savez? Et surtout, comment a-t-on pu le savoir? On pourrait étudier l'ADN et regarder là où il y a beaucoup de variations et ainsi retrouver notre chemin, retrouver comment on est arrivé ici. Eh bien non. Le problème, c'est qu'à chaque génération, votre ADN, c'est un mélange de celui de votre père et de votre mère. C'est là que nous avons la solution. Fais pas genre que t'as pas la réponse, c'est écrit dans le titre de la vidéo. La mitochondrie. Mais qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un peu comme votre usine à énergie. Ok, jusque-là, c'est intéressant, mais bon, pas la peine d'en faire une vidéo. Et si je vous disais qu'à l'origine, elles ne vivaient même pas en nous? Au début, elles vivaient à l'extérieur, mais elles ont été tellement utiles qu'on a fini par les incorporer. Mais maintenant, on les a tellement incorporées que finalement, on peut plus se dissocier d'elles. Et elles non plus. Vous avez sûrement déjà entendu parler du cycle de Krebs. C'est un ensemble de réactions métaboliques, et celui-ci a lieu dans la matrice de la mitochondrie. L'enzyme qui produit l'ATP, elle se trouve où? Eh bien, elle se trouve dans la membrane interne de la mitochondrie. Et oui, la majeure partie de votre ATP provient de la mitochondrie. Partie 2. C'est utile de l'incorporer? Alors, fusionnons notre génome. Nos cellules et les mitochondries étaient si complètes qu'elles ont fini par fusionner. Mais ce n'est pas tout. Dans notre noyau, nous avons de l'ADN. C'est un peu comme le chef de notre cellule. Sauf que la mitochondrie, elle a aussi de l'ADN. Elle a donc son propre chef. C'est moi, le patron! Si on continue l'analogie. Mais si on veut plus de cohérence, on réunit le pouvoir en un seul endroit. Eh oui, une partie de l'ADN mitochondrial fait maintenant partie de votre ADN. Et c'est fou quand on y pense. Votre ADN est votre livre, qui écrit comment vous êtes. Eh bien, une partie de ces lignes ont été écrites par la mitochondrie. Sauf que votre cellule est logique. S'il y a présence de plein de chefs, entre guillemets, un peu de partout, eh bien au fil du temps, on les réunit au même endroit. Sauf que en dehors du noyau, on l'a dit, il y a de l'ADN mitochondrial. Mais il peut y avoir aussi des virus. Et certains virus sont de manière constante dans vos cellules. Et ils ont aussi leur information. Et donc à force de concentrer les chefs, donc l'information génétique au centre, 8% de votre génome est d'origine virale. Vous êtes sûr que vous avez vraiment écrit votre ADN? Tous les êtres multicellulaires ont eu des mitochondries, car tous ont une capacité d'avoir une respiration aérobique. Aérobique veut dire avec de l'oxygène. Mais à force de vouloir rassembler tous les chefs, tout votre ADN, au centre de la cellule pour plus de cohésion, la mitochondrie n'a presque plus d'informations génétiques. Et donc ça devient juste une usine à énergie qui utilise l'oxygène. Pour info, pourquoi j'utilise une analogie qui est aussi simple en comparant l'ADN à des chefs? Car ça nous paraît plus facile à comprendre de vouloir rassembler différents pouvoirs législatifs, judiciaires en un seul endroit, alors que ça nous paraît plus compliqué pour l'ADN de vouloir le mettre dans le même endroit, dans le même noyau. Pourtant, c'est la même logique de cohésion. Mais imaginez que vous trouviez un moyen de respirer sans l'oxygène. Pourquoi s'embêter à garder des chefs en dehors du noyau? Autant tout rassembler en un seul endroit. C'est ce qui s'est passé avec un parasite du saumon. Il a perdu tout son ADN mitochondrial. Au fil du temps, le parasite s'est débarrassé de ses gènes qui lui servaient pour la respiration. On pensait que jusqu'alors, la vie sans oxygène, donc la vie anaérobique, n'était possible que chez les êtres unicellulaires. Pour vous dire, la découverte d'un être pluricellulaire sans mitochondrie a été une telle surprise que les chercheurs étaient persuadés d'avoir fait une erreur quand ils l'ont découvert. Mais c'est qu'une exception. Normalement, l'ADN mitochondrial, elle reste toujours présente. Ce qui nous amène à la troisième partie. Mais pourquoi s'embêter à garder l'ADN mitochondrial alors qu'on pourrait tout transférer? C'est vrai, ça semblerait plus logique de continuer le processus qu'on a déjà commencé. Et de faire comme le parasite du saumon, mettre tout l'ADN mitochondrial dans le noyau. Recherchons. Le code génétique, c'est la manière de lire les informations qu'il y a dans votre génome afin d'obtenir des protéines. Ce qui est magnifique, c'est que nous avons une écriture universelle. Pour l'instant, on ne connaît pas d'êtres vivants qui n'écrivent pas avec les mêmes lettres. Regardez ici. Tout le monde utilise les mêmes caractères pour écrire. Et chacun contient en lui son propre livre avec ses histoires. Et le code génétique, c'est la manière de lire cette histoire. Ici, tout le monde a les mêmes caractères,
Mais vous lisez chaque caractère un par un et vous obtenez un code. Bonjour, je m'amuse. Et comme le code génétique est la manière de lire, si vous changez le code génétique, peut-être que vous liriez quelque chose de complètement différent. Attention, j'insiste parce qu'il y a souvent une idée fausse qui circule. Le code génétique, c'est la manière de lire. Le génome, c'est l'ensemble des caractères qu'il y a dans votre livre. Si vous avez le même génome, mais deux codes génétiques différents, vous n'obtiendrez pas les mêmes protéines. Mais maintenant, ça veut dire quoi lire l'ADN? Dans l'ADN, on va dire que l'information est codée par 4 lettres. Prenez ce tableau. Vous prenez la première lettre qui correspond à la première colonne. La ligne du dessus correspond à la deuxième lettre. Et la dernière colonne correspond à votre troisième lettre. Donc, à chaque fois que vous avez 3 lettres, vous obtenez le nom d'une protéine. Et on dit que le code génétique est universel. C'est-à-dire que tous les êtres vivants lisent de la même manière, en utilisant le tableau qu'on vient de voir. Mais c'est partiellement vrai. En fait, il existe 17 codes génétiques différents, dont 11 qu'on ne retrouve que chez votre mitochondrie. Mais du coup, pourquoi ne pas transférer tout l'ADN de la mitochondrie dans notre ADN? Il y a 2 raisons. Le code génétique entre la mitochondrie et l'autre est différent. Ça, nous l'avons vu. Par exemple, prenons 3 lettres. UGA. Non, c'est pas pour Université Grenoble-Alpes. Si nous avons UGA, nous obtenons un codon stop. Un codon stop, c'est un équivalent d'un point dans une phrase. En gros, ça informe qu'il faut arrêter la synthèse de cette protéine. Mais si nous avons les mêmes lettres chez la mitochondrie, elle va lire tryptophane. Et le tryptophane est une protéine, et non un codon stop. Mais du coup, comme pour les mêmes lettres, elle ne comprend pas la même chose. Si la mitochondrie veut continuer à obtenir son tryptophane, et non pas un point, la mitochondrie doit continuer à garder son ADN pour obtenir son tryptophane. Et la deuxième raison, on s'est rendu compte que les protéines non traduites au niveau du noyau ont une grande hydrophobicité. Bref, si vous synthétisez un élément ici, mais que cet élément ne peut pas franchir la membrane du noyau, eh bien la mitochondrie continuera à le synthétiser par elle-même. Partie 4, un peu de détente avec des chiffres bluffants. Pour obtenir de l'énergie, soit on utilise l'oxygène, et avec 1 mol de glucose, vous obtenez 36 ATP. Soit vous obtenez de l'énergie sans utiliser de l'oxygène, c'est comme quand vous faites un sprint. Vous utilisez la fermentation lactique, c'est pour ça que vous avez de l'acide lactique et des crampes. Mais dans ce cas-là, vous n'utilisez pas vos mitochondries, puisque vous n'utilisez pas l'oxygène. Et sans vos mitochondries, vous obtenez 18 fois moins d'énergie. C'est vraiment l'usine de la cellule. Vous êtes constitué de cellules. Eh bien, les mitochondries peuvent représenter jusqu'à 1/4 de la masse de vos cellules. Donc, 1/4 de la masse de vos cellules est à l'origine un organisme indépendant. What the fuck? Et nous l'avons dit, 8% de notre ADN ne provient même pas de nous. Avouez qu'en sachant ça, on ne peut que se regarder différemment maintenant. Partie 5, à la recherche de nos origines. L'ADN mitochondrial, ou autrement dit l'ADN MT, est différent de l'ADN qu'on trouve dans le noyau des cellules. Votre ADN est un mélange entre celui de votre père et de votre mère, mais pas votre ADN mitochondrial. Vous voyez bien, certains spermatozoïdes arrivent à rentrer dans l'ovocyte, et les autres sont bloqués. Puis, en arrivant au niveau de l'ovule, regardez bien au niveau du flagelle. Le flagelle est perdu. On a dit que l'ADN mitochondrial était en dehors du noyau de la cellule, notamment au niveau du flagelle. Du coup, au moment de la fécondation, adieu l'ADN paternel mitochondrial. L'ADN mitochondrial que vous avez n'a subi aucun brassage génétique. Vous avez donc exactement le même ADN mitochondrial que votre frère ou que votre mère, qui a exactement le même ADN mitochondrial que sa propre mère. Et on pourrait remonter loin comme ça, jusqu'à l'individu qu'on appelle l'Ève mitochondriale. Ça serait la femme que nous avons tous en commun, qui nous aurait transmis le même ADN mitochondrial. Donc si je vous demande, c'est qui l'Ève mitochondriale? Bah, ça serait la première femme théorique qui nous a légué le même ADN MT, non? Mais est-ce que Ève, je voudrais dire la première femme, est la même personne que l'Ève mitochondriale? Eh bien non. Nous avons plusieurs couples ici.
Il suffit qu'une femme ne donne qu'une descendance masculine, ou aucune descendance, et toute sa lignée avec son ADN mitochondrial s'éteint. Mais regardez bien, si une femme a beaucoup de descendance filles, et qu'au fil des générations, ses filles fassent de même, peut-être que cette femme deviendra l'Ève mitochondriale. Donc je m'adresse à mesdames. Sachez que l'être qui est l'Ève mitochondriale évolue avec le temps. Et peut-être que vous serez l'Ève mitochondriale de toute l'humanité. Bon, mais en étudiant l'ADN MT, nous voyons bien que nous pouvons remonter dans le temps. Et nous avons dit que cet ADN MT n'était pas sensible au brassage génétique et donc était très stable dans le temps. Oui, sauf que cet ADN est en dehors du noyau. Donc certes, il est très stable dans le temps, mais il lui arrive quand même de temps en temps des mutations ponctuelles. Votre noyau est un peu l'endroit où se concentrent les chefs, votre ADN. Celui-ci varie beaucoup. Mais du coup, il y a de nombreux systèmes de correction, alors que l'ADN mitochondrial, qui elle ne varie pas beaucoup, il y a ici peu de moyens de correction. Et donc, les rares mutations qui vont s'y produire seront transmises à toute la descendance. Résumons. Beaucoup de variations, beaucoup de moyens de correction. Très peu de variations, peu de moyens de correction. Il suffit de regarder les populations où l'ADN MT a le plus de variabilité. Entre guillemets, il existe plein de gènes différents chez ces individus. Et donc ceci témoigne d'une population qui serait vieille. Et ainsi la mitochondrie nous permet non seulement de vivre, mais aussi de savoir qu'à l'origine nous venons d'Afrique. Et c'est grâce à elle que nous pouvons retracer le parcours et l'histoire de l'Homo sapiens. Pour conclure, la mitochondrie était un être vivant, mais que tous les êtres pluricellulaires ont intégré. Et maintenant, nous ne faisons plus qu'un. Elle fait partie des rares cas qui ne lisent pas l'ADN de la même manière que nous, alors que l'écriture est identique dans tous les êtres vivants. Elle n'est pas concernée par le brassage génétique et n'est transmise que par la mère. On parle de transmission non mendélienne. En retraçant l'histoire de son origine, nous sommes alors capables de retracer notre histoire.